Écoutez, bonjour à tous. Je suis Hélène Meunier-Pudard et je suis ravie de introduire cette nouvelle activité de la CET avec les webinaires. Et donc, c'est la première d'une série de 6 qui vont se dérouler tout au long de la semaine. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la littératie en santé. Je suis ravie d'accueillir parmi nous Aurore Marga et Stéphane Vandenbroek qui vont nous faire une présentation concernant cette thématique. Je vous rappelle, la littératie en santé se réfère à la capacité des individus à repérer, comprendre, évaluer et utiliser des informations utiles pour améliorer sa propre santé et développer son autonomie dans le système de santé. Donc, nous allons travailler autour de ça pendant 1 heure et demie environ. Je vais d'abord donner la parole à Aurore Marga. Je vous propose de nous interpeller par chat avec vos questions et vos réflexions. À la fin de la présentation d'Aurore, nous ferons une petite discussion sur quelques questions. Et puis ensuite, c'est Stéphane Vandenbroek qui reprendra la main et nous ferons à nouveau, à la fin de sa présentation, une discussion avec Stéphane, puis avec Aurore et Stéphane pour une durée d'environ 1 h 30. Donc, c'est Aurore qui va commencer. Donc, Aurore est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation. Elle s'intéresse particulièrement à la littératie en santé, d'où sa présence aujourd'hui avec nous. Et dans ce domaine, elle mène des recherches avec pour objectif de développer des modèles d'intervention éducative pour la santé destinés aux publics les plus vulnérables. Merci Aurore d'être avec nous. Et donc, une présentation pour une vingtaine de minutes à présent. Merci beaucoup. Merci Hélène et bonjour à toutes et tous. Je vois vos petits messages sur le côté. Donc une première pour moi pour cette présentation au webinaire. J'espère que on va réussir à bien se comprendre et s'entendre. En tout cas, n'hésitez pas à me couper s'il y avait un problème plutôt de son ou de technique. Donc j'ai prévu aujourd'hui effectivement de vous parler, enfin on m'a demandé de vous parler de cette proposition de modèle d'intervention pédagogique en éducation thérapeutique du patient, en questionnant justement l'ETP comme une opportunité pour répondre aux besoins en littératie en santé des personnes en situation d'illettrisme. Alors, en introduction, j'aimerais revenir sur ce constat qui est qu'en France, une personne sur 2 ne possède pas les compétences en littératie nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé de façon autonome et fiable. Alors, revenons sur cette question de la littératie. On appelle littératie l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Parmi les personnes qui ont ce faible niveau de littératie, en France, nous avons 2 500 000 personnes qui sont en situation d'illettrisme, soit 7% de la population française âgée entre 18 et 65 ans, selon les chiffres donnés par l'INSEE en 2012. Alors, l'illettrisme, ce sont les personnes qui sont concernées par ce handicap invisible, sont les personnes qui finalement ont été scolarisées en France et qui pour autant n'ont pas ces compétences de base en littératie attendues pour être autonomes dans la vie de tous les jours. Donc, quelles sont les conséquences pour ces personnes dans leur vie de tous les jours? Eh bien, elles vont avoir des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à échanger, et pas uniquement à l'écrit. Elles vont avoir également des difficultés à utiliser les biens et les services dans la société en général, et puis des difficultés également à accéder aux soins. Alors, cette difficulté à accéder aux soins nous permet de faire le lien avec cette question de la littératie en santé dont nous parlions en introduction, parce qu'effectivement, ces personnes sont en difficulté car leur niveau de littératie influence leur niveau de littératie en santé, c'est-à-dire leurs aptitudes cognitives et sociales qui déterminent leur motivation, leur capacité à obtenir, comprendre, utiliser, évaluer des informations d'une façon qui favorise et maintienne leur bon état de santé. Alors, si nous n'avons actuellement pas de chiffres au niveau national en France sur cette question de la littératie, nous avons perdu Aurore.
Donc, je vais appeler au secours Ludivine. Parce que je n'ai pas la main sur la technique. Allô? C'est bon? C'est bon. Bon, on reprend. Enfin, on continue, je suis désolée. On continue, pas de problème. C'est la première, je suis désolée. Donc, je disais que nous n'avions pas de chiffres en France. En revanche, nous avons cette première enquête européenne qui a été publiée en 2015 et qui a montré que un peu plus de 10% de la population totale interrogée avait un niveau en littératie en santé insuffisant et que près d'une personne sur deux avait un niveau en littératie en santé décrit comme limité, ce qui rejoint en fait nos chiffres nationaux au niveau de la littératie. Alors, Ludivine, j'ai un peu de mal à bouger mes diapos. Pardon. Je n'ai plus de diapo, Ludivine. Merci. Donc, alors on va continuer un peu comme ça dans l'improvisation et c'est pas grave. Hein. Parmi les problèmes qui peuvent que ressentent donc les personnes qui ont ce faible niveau de littératie et donc de littératie en santé, eh bien, pour les personnes, en tout cas atteintes de maladies chroniques, on constate qu'elles vont avoir des difficultés dans l'autogestion de leur maladie, eu égard à ce que nous avons vu précédemment. En France, nous le savons, en France et d'une façon plus générale en Europe, l'éducation thérapeutique est une réponse à l'autogestion de ces personnes atteintes de maladies chroniques. Mais qu'en est-il des personnes qui ont justement ce faible niveau de littératie en santé et tout particulièrement les personnes en situation d'illettrisme? Eh bien, le constat est le suivant, c'est qu'un faible niveau de compétence en littératie en santé constitue un obstacle pour accéder à l'éducation thérapeutique du patient. D'une part, parce qu'il existe des inégalités d'accès qui obéissent à un déterminisme multiple, et puis un faible niveau de littératie en santé constitue un obstacle, d'une façon générale, on le sait, pour accéder aux éducations en santé, dont fait partie l'éducation thérapeutique du patient. Alors, voici la question que je vous propose de traiter aujourd'hui avec vous, qui est comment peut-on adapter nos programmes d'éducation thérapeutique destinés aux personnes porteuses de maladies chroniques et pour le coup en situation d'illettrisme. Notre objectif a été dans le cadre d'une recherche qui a été la recherche que j'ai effectuée lors de ma thèse en sciences de l'éducation, concevoir un modèle d'intervention pédagogique visant à adapter l'ETP aux besoins spécifiques des patients en situation d'illettrisme. Pour répondre à cet objectif, j'ai conduit une recherche qualitative qui a été basée sur 3 méthodes séquentielles, composées donc de 2 revues de portée, complété par des veilles documentaires, un focus group qui a été effectué auprès de 10 coordonnateurs de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc, quand je parle de ces coordonnateurs, ce sont des coordonnateurs de programmes autorisés par les ARS, et puis des entretiens semi-directifs auprès de 11 personnes en situation d'illettrisme et 9 professionnels du champ de l'alphabétisation. Alors, ces travaux nous ont permis tout d'abord d'élaborer un cadre conceptuel qui nous a permis de mettre en lien ces 3 concepts que sont la littératie en santé et l'éducation thérapeutique du patient. Tout d'abord, comme le disait déjà Notbim en 2000, nous savons que la littératie, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, influence le niveau de littératie en santé des personnes. Par ailleurs, lors de nos revues de la littérature, nous avons pu montrer qu'il existait une complémentarité entre les compétences visées par les programmes d'éducation thérapeutique du patient et les compétences promues par la question de la littératie en santé. De ce fait, il nous a semblé possible de nous dire plutôt que envisager la littératie en santé comme un obstacle à l'éducation thérapeutique du patient, on peut inverser ce phénomène et se dire que l'ETP pourrait être perçu comme une possible opportunité de renouer
avec les apprentissages de base pour ces personnes, donc faiblement alphabétisées. Et donc, pour cela, il semblerait qu'il faille donc contribuer à une meilleure accessibilité de l'ETP pour l'ensemble des personnes, notamment par la formation des soignants éducateurs afin de mieux les préparer à rendre ces programmes plus accessibles. Et puis, deuxième point, proposer un maillage entre les secteurs médicaux et socio-éducatifs. Et je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail avec quelques propositions d'intervention concrètes en nous basant sur le modèle systémique d'éducation thérapeutique existant, repris par la HAS, qui a initialement été construit par Jean-François Divernoy et Rémi Gagnère. Donc, pour la suite de cette présentation, je vais vous proposer de reprendre cette boucle systémique et de discuter ensemble de ces 4 temps que sont le diagnostic éducatif, la définition des compétences, la mise en œuvre de l'éducation et l'évaluation. Revenons donc sur cette question du diagnostic éducatif et comment envisager ce diagnostic éducatif lorsque nous sommes face à des personnes qui ont un faible niveau de littératie en santé et principalement celles qui sont en situation d'illettrisme. Eh bien, nos enquêtes, nos travaux nous permettent de dire que le diagnostic éducatif pourrait être un moment opportun pour repérer les personnes faiblement alphabétisées. Alors, je ne sais pas combien il y a de soignants parmi nous, j'imagine un certain nombre. Ce qui est certain, c'est que souvent, lorsque l'on parle de repérage, notamment de niveau de littératie ou de littératie en santé, ce terme peut faire peur aux professionnels de santé qui ne se disent pas compétents, pas prêts, pas formés pour effectuer ce repérage. Alors, premièrement, revenons sur les mots qui ont toute leur importance. Le repérage, ce n'est pas une évaluation du niveau de littératie parce qu'en tant que professionnels de santé, nous ne sommes pas forcément préparés à cela. Le repérage consiste à se dire quels vont être les besoins en littératie en santé de façon plus générale des personnes que nous avons en face de nous. Alors, s'il existe plusieurs tests, notamment en littératie en santé, qui permettraient de donner un niveau des personnes que nous avons en face de nous, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt des stratégies qui vont vous permettre de repérer de façon formelle ou informelle les personnes pour ensuite pouvoir faire quelques propositions d'ajustement dans les programmes. Tout d'abord, la première chose, c'est être attentif aux groupes à risque et nous savons qu'il existe des groupes à risque, notamment les publics les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes migrantes, les personnes faiblement scolarisées, les personnes qui ont un niveau socio-économique plus bas, sont des personnes auxquelles nous devons être particulièrement attentives. Ce qui ne signifie pas que parmi ces gens, toutes les personnes auront un faible niveau de littératie ou de littératie en santé. Cela veut dire que ces gens doivent attirer notre attention et nous devons être particulièrement vigilants, du coup, à leurs besoins en littératie. Deuxième chose, nous pouvons être attentifs en tant que professionnels aux stratégies de contournement et aux signes d'évitement ou d'adaptation que peuvent mettre en place ces personnes. Je pense notamment aux personnes en situation d'illettrisme, car contrairement aux personnes qui vont être en situation, par exemple, de français langue étrangère et qui ne maîtrisent pas la langue, les personnes en situation d'illettrisme qui, comme je vous le disais au départ, maîtrisent le français parce qu'elles sont nées en France, vont avoir tendance à contourner le problème et surtout à ne pas montrer leurs difficultés. Ce sont typiquement les personnes qui vont vous dire « ben non, je ne peux pas signer ce document parce que j'ai oublié mon stylo, parce que j'ai oublié mes lunettes, ou bien je vais remettre à plus tard cette signature ou cette lecture de document parce que finalement, je ne suis pas à l'aise avec l'écrit, mais ça, les gens ne vous le diront pas. Ils utiliseront des stratégies pour contourner la difficulté et ils peuvent mettre en place tout un tas de stratégies auxquelles il faut en fait être attentif car elles peuvent traduire des difficultés avec cette maîtrise des compétences en littératie. Autre option ou en plus, pour être en mesure de repérer les personnes ayant des difficultés, on peut utiliser cette question unique, alors le SILS, qui consiste à demander à la personne à quelle fréquence elle a besoin de quelqu'un pour l'aider lorsqu'elle lit des instructions, des brochures ou d'autres documents provenant de son médecin ou de son pharmacien avec cette échelle de Likert entre
donc jamais et toujours, et ce qui nous permet en fait d'avoir une idée de la difficulté de la personne à traiter l'information en santé d'une façon générale. Donc ça nous permet d'avoir encore une autre orientation, mais bien évidemment, gardons à l'esprit qu'en fonction de la cause, c'est-à-dire en fonction de la raison qui va faire que la personne a des difficultés, on va avoir des attitudes différentes. Comme je vous le disais, si je suis en situation de français langue étrangère, je n'aurai pas forcément la même attitude que si je suis en situation d'illettrisme et que j'ai été scolarisée et qu'à un moment donné, j'ai appris à lire, écrire, mais que pour autant, la vie a fait que je n'ai pas développé suffisamment ces compétences ou bien je les ai perdues au fur et à mesure du temps parce que je ne les traite pas suffisamment au quotidien. Par conséquent, il est important dans ce repérage d'avoir en tête qu'il va falloir anticiper des réactions de honte, de culpabilité chez ce public et donc être extrêmement vigilant dans ce temps de repérage qui doit être fait vraiment dans l'idée de se dire derrière, qu'est-ce que je vais apporter à la personne? C'est-à-dire le repérage, oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? Ce qui me permet d'arriver à ce deuxième point, qui est la définition des compétences à atteindre par le patient, tant qui semble essentiel pour prendre en compte le développement des ressources cognitives sur lesquelles je vais revenir dès l'entrée dans l'apprentissage, et puis cette question de l'association de compétences d'auto-soin et d'adaptation. Je reviens dessus tout de suite. Comme on le disait tout à l'heure, les compétences que soutiennent la littératie en santé sont des compétences finalement qui sont visées par les programmes d'éducation thérapeutique. On peut donc parler d'une véritable complémentarité. Tout ceci explique donc l'impact des compétences de la littératie en santé sur l'acquisition des compétences en ETP, et on peut comprendre que donc, si j'ai de faibles compétences en littératie en santé, eh bien, il va parfois m'être difficile de développer les compétences en éducation thérapeutique du patient. Pour autant, je vous l'ai dit, on peut inverser ce processus. Et pour l'inverser, il semble, en tout cas la littérature et les entretiens que nous avons pu avoir avec les différents acteurs nous font dire que pour prendre mieux en compte cette question de la littératie en santé en ETP, il faille développer des ressources cognitives des personnes dès l'entrée dans l'apprentissage. Ça veut dire quoi, ce mot-là de ressources cognitives? Ça veut dire être capable de travailler avec la personne dès son entrée dans l'apprentissage sur ses processus motivationnels en questionnant la notion de projet. Parce que finalement, apprendre pour apprendre, quand j'ai eu des difficultés d'apprentissage toute ma vie, ce n'est pas un but en soi. En revanche, avoir un projet et développer des compétences pour atteindre ce projet semble être quelque chose d'efficace et de motivant pour la personne. Par ailleurs, viser conjointement l'atteinte de compétences d'auto-soin et l'atteinte de compétences psychosociales semble être aussi un bon moyen pour ces personnes afin qu'elles puissent développer les compétences attendues en éducation thérapeutique. Et puis enfin, il semble important de développer aussi chez elles un sentiment d'auto-efficacité et puis une certaine confiance en soi, parce que vous vous en doutez, si j'ai eu dans ma vie des échecs d'apprentissage, si l'école a été un moment compliqué pour moi, un retour à l'apprentissage, même si c'est un apprentissage qui n'est pas forcément scolaire, peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Par conséquent, on doit avoir en tête que dans les compétences visées, il est essentiel de travailler ce sentiment d'auto-efficacité et de confiance en soi. Alors, une fois qu'on a ciblé les compétences à atteindre avec les personnes, comment mettre en œuvre cette éducation? Et c'est sans doute là un des points les plus compliqués dans nos programmes, sachant que dans nos programmes autorisés, nous sommes parfois extrêmement cognitifs, c'est-à-dire que nous avons des programmes parfois trop compliqués pour la majorité des gens. Pour cela, un des premiers points à avoir en tête, c'est la prise en compte des savoirs expérientiels des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne sais pas lire, pas écrire, ou parce que j'ai des difficultés à accéder à l'information en santé écrite que pour autant je ne fais pas. Les gens développent des savoir-faire, développent des savoirs expérientiels qu'il est important de prendre en compte dans nos programmes d'éducation thérapeutique. De même, souvent ces personnes mettent en place des réseaux de support, alors familiaux, amicaux, le voisinage, peu importe, mais ça c'est également un point important
à considérer dès lors qu'on rentre dans un contexte d'apprentissage avec ces personnes, parce qu'on ne pourra pas faire fi de ces réseaux de support. Au contraire, il va falloir travailler avec, dans l'intérêt de la personne. Mettre en place une pédagogie différenciée, ça consiste à se dire qu'on va travailler sur l'universalisme proportionné. Si on peut viser des objectifs, ce qui est sûr, c'est qu'on n'utilisera pas forcément les mêmes chemins pour y arriver. Et c'est toute la question de la mise en place de ces interventions simples sur lesquelles je reviens tout de suite. Alors, parmi les interventions simples, c'est-à-dire ces interventions qui nous permettent de faciliter l'accès à l'information en santé, on a pu en recenser un certain nombre dans une revue de la littérature. Et parmi celles-ci, la première, c'est la simplification du discours médical. Le jargon ne parle qu'à nous, professionnels de santé. Pour toutes les autres personnes qui ne font pas partie du champ de la santé, ce jargon est extrêmement compliqué à comprendre. Alors, il faut s'habituer à utiliser un langage plus simple, non médical, à parler clairement, à un rythme modéré, à hiérarchiser les sujets à discuter et à se dire que peut-être on ne pourra pas tout aborder en une seule séance et se dire qu'un objectif, ce sera déjà pas mal si on l'atteint lors d'une séance. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut limiter les informations que l'on souhaite délivrer à 3 à 5 points clés et surtout être dans la répétition, mais ça, on le sait tous, l'apprentissage, c'est avant tout une répétition. Autre type d'intervention spécifique qui peut être mise en place dans notre pédagogie, la technique du teach back, c'est-à-dire celle de la reformulation. Elle a fait ses preuves déjà dans les années 70. Cet outil de communication consiste à se dire que tous les 2 ou 3 messages, on peut s'arrêter et simplement demander aux personnes ce qu'elles ont compris des différentes idées qu'on a essayé de leur transmettre, de leur dire. Alors, il ne s'agit pas de dire « vous avez compris ce que je vous ai dit ». Il s'agit plutôt de se dire « voilà, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations, je vais m'arrêter un petit peu, je ne suis pas sûre, moi, d'avoir été très claire. Est-ce que vous voulez bien me reformuler ou me redire ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire ?» Et ça permet de s'assurer de la compréhension des messages et on sait qu'en réalité, ce genre de technique permet finalement une meilleure rétention des informations et permet un meilleur échange avec la personne. Autre type d'intervention simple, la création de documents simplifiés. Juste à titre d'exemple, avec un des collègues du LEPS, on avait fait une année une petite étude sur les consentements éclairés qui étaient distribués en pré-anesthésie à tous les patients à la PHP, donc à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et on a passé ces documents au test de flèche qui permet de mesurer en fait l'intelligibilité de ces textes, c'est-à-dire leur lisibilité. Et on s'est aperçu que ces documents, tous, étaient d'un niveau universitaire. Donc, le mot consentement éclairé n'en avait plus que le terme, parce qu'en réalité, il n'avait rien a priori d'éclairant, considérant que la littérature nous dit que pour être intelligible, un document devrait être lisible par un enfant de 12 ans. Donc, vous voyez bien qu'entre 12 ans et l'université, il y a quand même un gap énorme. Alors, quelques conseils. Lorsque cela est possible, sur nos documents écrits, l'information, elle devrait être courte, précise, hiérarchisée et plus ou moins illustrée d'images à condition que ces images traduisent l'idée qui est écrite. Pour ainsi dire, il vaut mieux utiliser des pictogrammes ou des idéogrammes plus que des dessins qui viennent simplement égayer le texte. Auquel cas, ils viennent presque plus complexifier les choses qu'autre chose. Le langage utilisé doit être également simplifié, comme à l'oral. La police, on privilégiera une police de grande taille avec un format convivial. Les textes écrits doivent suivre les recommandations de flèche dont je vous parlais à l'instant. Alors, vous pouvez parfaitement aller tester vos documents écrits sur des logiciels qui existent en ligne et qui permettent de faire ce test de flèche. Il vous suffit de taper sur Google « test de flèche » et vous aurez des petits logiciels qui vous permettront de tester vos documents. Et donc, il s'agit là d'avoir des phrases courtes, des termes courts et des mots surtout couramment utilisés dans la langue.
Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois que cela est possible, utiliser des messages iconographiques pour essayer de traduire les idées écrites sur le texte par ailleurs. Autre point, la simplification des données numériques, eh bien, tout simplement parce que si j'ai des difficultés avec l'information écrite d'une façon générale, le numérique, les données numériques chiffrées sont également problématiques. Le pourcentage, ça peut être quelque chose de très compliqué à comprendre. La preuve en est, je vais donner l'exemple de la crise Covid. Même nous, en tant que professionnels de santé, parfois nous sommes perdus dans les chiffres. Donc, si j'ai pas ces compétences en santé de base, ça peut être encore plus compliqué. Donc, ces données doivent être simplifiées, traduites par une représentation picturale alternative si c'est possible, et puis conjointe aux chiffres s'il y a la possibilité de le faire. Dernier point, l'utilisation d'images et de supports multimédia qui sont des bonnes alternatives pour traduire des idées. Alors, le choix de certains médias peut également permettre d'accroître la compréhension des personnes. Je vais vous donner l'exemple de YouTube. Il y a des vidéos extrêmement bien faites. Il suffit d'aller les voir avant, de les critiquer avant. Mais ça peut être un moyen de communiquer avec les personnes. Et donc, il s'agit alors de substituer ou d'ajouter l'utilisation d'un média à une intervention initiale. Donc, je vous parlais des vidéos YouTube, mais il y en a d'autres. Ça peut être l'utilisation de l'informatique au sens large avec des outils numériques, des diaporamas également, à condition qu'ils soient clairement présentés de façon à ne pas complexifier l'information. Finalement, donc, nous arrivons au bout de cette boucle. Une fois que nous avons mis en œuvre cette éducation, nous connaissons l'importance de l'évaluation, qui dans le cas présent sera répétée régulièrement en fonction des besoins de vie de la personne. L'évaluation, on le sait, chez ces publics, notamment les personnes en situation d'illettrisme, elle peut être vécue de façon extrêmement négative parce qu'elle rappelle à des parcours scolaires compliqués. Alors, pour essayer de diminuer ce ressenti, il va falloir essayer d'utiliser des outils et des techniques adaptés. Il sera important d'expliquer l'intérêt de l'évaluation aux personnes. Ça, on sait qu'il faut le faire pour tout le monde, mais là encore plus, il faudra vraiment y être attentif afin qu'elles puissent y participer activement. Il s'agira également de discuter des modalités d'évaluation avec les personnes et de convenir ensemble de leur déroulement. Proposer des accompagnements dès lors que nous avons des supports écrits, parce qu'il ne s'agit pas de bannir complètement l'écrit, mais d'être capable d'accompagner, favoriser les mises en situation en simulation et puis valoriser l'apprentissage et la progression, considérant que ces évaluations, comme je vous le disais, elles doivent être répétées, parce que qui dit situation d'illettrisme, qui dit faible niveau de littératie en santé, dit souvent situation de vie vulnérable, situation de précarité qui peuvent faire que la vie des gens change vite. Et du coup, il est conseillé vraiment de réitérer ces temps d'évaluation pour être sûr que notre éducation est bien adaptée aux besoins des personnes en contexte de vie et qu'on ne s'écarte pas trop des besoins de vie de la personne. Alors, quelques stratégies pour évaluer la compréhension et les rétentions des messages. On peut utiliser les techniques de teachback dont nous avons parlé tout à l'heure. Même à l'oral, ça marche bien. Et pour évaluer tout ce qui est mis en œuvre, vous le savez aussi bien que moi, eh bien, il va y avoir tout ce qui est mis en pratique. Et on sait que les personnes faiblement littéraciées ont des savoir-faire, savent mettre en œuvre des choses. Il suffit de leur demander de nous montrer. Généralement, nous sommes assez surpris de tout ce que ces personnes sont capables de faire. Et puis, évaluer la possibilité des transferts, notamment en questionnant les possibilités de mise en application dans les contextes de vie de la personne, simplement sans varier les contextes, les situations, et en leur disant, finalement, voilà, on vient de voir ça ensemble, comment pensez-vous pouvoir le mettre en place? Racontez-moi, dites-moi, expliquez-moi. Voici donc cette proposition de modèle d'intervention, donc qui est un modèle d'intervention pédagogique, qui, pour qu'il fonctionne, doit s'adosser tout de même à quelques approches plus conceptuelles. Alors là, il aurait dû y avoir une petite illustration pour éviter d'avoir toute cette diapo en même temps, mais si on revient sur les fondamentaux, eh bien, nous avons ces questions de littératie en santé et éducation. Il va falloir… Ouais, je conclus, c'est ma dernière diapo. Super. Qui sont au centre d'un continuum éducatif.
On pense donc la santé comme un objet d'alphabétisation conscientisante, c'est-à-dire comme une opportunité pour ces personnes de renouer avec l'apprentissage de base. Tout ceci ne sera possible que si on s'adosse à quelques concepts comme la motivation, la métacognition, mais également la vicariance, c'est-à-dire les processus que les gens mettent en place pour arriver à des situations, enfin arriver à des objectifs communs. Et tout ceci dans un processus de résilience, d'empowerment et dans le cadre d'environnement capacitant. Je conclus donc, Hélène, pour rappeler que tout ça n'est possible que si on crée les conditions d'interaction satisfaisantes avec des patients au sein de communautés préparées, informées et motivées, en proposant des services complémentaires où s'articule une communauté, mais également un service, enfin, des professionnels médicaux, mais également socio-éducatifs. Et puis, nous sommes en cours de recherches interventionnelles pour évaluer la faisabilité et l'efficacité d'un tel modèle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aurore. Donc là, en t'écoutant, j'ai aussi essayé de suivre un peu le chat. Il y avait quelques questions qui sont arrivées. Donc certains, effectivement, soulignent l'importance du bilan éducatif pour bien évaluer les capacités, donc la littératie en santé. Et entre autres, une question assez brève qui est, mais avec le SILS, il y a aussi des évitements, des stratégies d'évitement qui peuvent être mises en place. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour arriver à bien apprécier la littératie en santé des personnes? Il me semble, mais je pense que Stéphane pourra compléter peut-être tout à l'heure ou juste après, mais il me semble qu'une seule solution d'évaluation n'est pas forcément ce qui est recommandé. Je pense que c'est l'ensemble qui permet d'appréhender une situation qui est forcément éminemment complexe et qu'un seul diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé ne permettra pas forcément de percevoir la situation dans laquelle se trouve la personne. Donc, je pense que j'ai proposé plusieurs moyens. Il s'agit d'y être attentif à plusieurs temps pour finalement pouvoir aborder cette question avec la personne et lui dire très sincèrement, j'ai l'impression que vous avez des difficultés avec le traitement de l'information. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, le retour des personnes en situation d'illettrisme que j'ai pu interroger a été le suivant. Heureusement qu'un jour, quelqu'un a pointé le problème pour pouvoir mieux m'accompagner. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire sur une question à un moment donné, mais qui doit être réitéré et qui doit faire partie d'une démarche globale d'attention particulière à ces difficultés. Alors, plusieurs commentaires ont porté sur les compétences relationnelles des professionnels de santé. Donc, comment bien les intégrer dans la formation et les utiliser pour pouvoir établir une relation de confiance. Je pense que les compétences relationnelles sont essentiellement des compétences de communication. On nous forme en fait à parler avec un jargon qui est incompréhensible. D'ailleurs, si on ne l'utilise pas lors de mise en situation professionnelle, on se fait taper sur les doigts par les enseignants. Là, la question est plutôt l'inverse, c'est comment communiquer simplement avec les gens. Et effectivement, ça, ce sont des vraies compétences à permettre aux étudiants de les développer assez vite en interprofessionnalité et au contact d'usagers semble être une bonne stratégie pour travailler à cette question de la littératie en santé très tôt dans les cursus. Je ne sais pas si vous répondez à la question, mais... Encore une petite question avant de donner la parole à Stéphane. Peut-être que c'est tout ce que tu vas répondre, c'est comment pouvoir aller chercher ces populations à risque, puisqu'on voit que leur accessibilité à l'éducation thérapeutique est faible avant même d'arriver au stade de faire un diagnostic éducatif. J'ai été coupée sur un petit point, Hélène. Donc, je disais comment aller chercher les populations à risque avant même qu'elles rentrent dans le processus éducatif, puisqu'elles ont une accessibilité assez faible à l'éducation. Effectivement, la proposition là, du modèle, mais après je laisserai Stéphane compléter. Là, c'est une proposition d'adaptation de modèle pour des personnes qui peuvent rentrer dans l'éducation thérapeutique. Je pense que nos modèles et nos propositions de programme telles qu'ils sont construits actuellement répondent pas
à tout le monde et pas forcément au public les plus vulnérables. De ce fait, la proposition d'autres modèles éducatifs semble essentielle. Je pense notamment à l'éducation brève ou à d'autres formats qui parfois peuvent répondre plus facilement, en tout cas permettent de cibler des publics qui, à ce jour, ne rentrent pas dans nos programmes et qu'on ne voit même pas au des cours de diagnostic éducatif. Merci beaucoup Aurore. Je vais donner la parole maintenant à Stéphane Van den Broek. Il est vice-président de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université de Louvain, mais il cumule beaucoup d'autres rôles d'enseignant dans diverses universités. Il est éditeur aussi de la revue internationale Health Promotion International. Et on va vous laisser la parole pour 30 minutes et nous développer un peu une approche un peu plus santé publique peut-être. Merci Hélène. J'espère que vous pouvez m'entendre. Et donc, je suis content que je peux effectivement participer dans ce webinaire. J'espère que ça fonctionne bien aussi au niveau technique. Mais donc, en complément de ce que Aurore vient de dire, je voudrais mettre la littératie en santé aussi dans son contexte de l'éducation à l'autogestion des maladies chroniques. Et je vais, entre autres, aussi me baser sur une recherche internationale dans laquelle j'ai participé il y a maintenant quelques années, mais qui donne quand même aussi un aperçu un peu plus, je veux dire, pas seulement en termes de recherche, mais surtout la recherche internationale et le contexte dans lequel la littératie en santé peut se retrouver. Mais évidemment, après, on peut certainement aussi encore plus mettre l'accent pendant la discussion sur les aspects de la littératie en santé même. Je ne vais pas vous devoir instruire du fait que les maladies chroniques, ça offre un fardeau énorme, et pas seulement en France, malheureusement, aussi au niveau mondial et davantage, évidemment, dans les pays avec revenus très élevés, mais certainement pas seulement dans les pays avec un revenu très élevé. Donc, les maladies chroniques sont aussi importantes dans les pays en développement et doivent aussi être... il faut aussi trouver des solutions là, pour le problème-là. Et un problème qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le fameux problème de multimorbidité, parce que beaucoup de personnes qui souffrent d'une maladie chronique ne souffrent pas d'une maladie chronique, mais de plusieurs maladies chroniques et autres. Et donc, ça veut dire que le système qui est mis en place dans beaucoup de nos systèmes de santé ne prennent pas toujours ça en compte. Et donc, il y a souvent un manque d'intégration entre les prestataires de soins. Et ça, évidemment, se traduit dans des soins qui sont incomplets, fragmentés et pas toujours efficaces. Donc, ça laisse beaucoup de personnes qui sont touchées par des maladies chroniques, débordées, incapables de s'orienter. Et donc là, il y a une nécessité aussi de prendre ça en charge. Alors, autre chose, et je pense que ça, c'est aussi bien connu, une maladie chronique, ça a un impact énorme sur la vie des personnes concernées, pas seulement leur santé, mais aussi leur intérêt, leur développement et relations personnelles, les activités familiales. Et donc, bien qu'il y a déjà un nombre énormément conséquent de personnes qui vivent avec des maladies chroniques, la gestion de la maladie chronique, c'est largement aussi une tâche pour les personnes eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment un très large pourcentage de soins qui n'est pas offert par les spécialistes et par les professionnels de santé, mais par des personnes eux-mêmes. Donc, évidemment, ça donne la place à l'autogestion et l'importance de l'autogestion. Et j'ai vu aussi, pendant la présentation d'Aurore, juste avant, qu'il y avait pas mal de commentaires aussi par rapport à l'autogestion et que ce n'est pas uniquement la gestion de la maladie en soi, mais aussi de la vie des personnes qui sont touchées par la maladie chronique. Et donc, les compétences qui sont requises ne sont pas seulement la gestion de la maladie physique, mais évidemment aussi de tout ce qui vient avec. Donc, l'autogestion, c'est un processus où on va aider les patients à développer des activités pour suivre l'évolution de leur maladie, de gérer l'impact, mais pas seulement l'impact physique, aussi l'impact fonctionnel, émotionnel, interpersonnel, et évidemment aussi essayer de prévenir des complications et de maintenir la qualité de vie. Donc, je pense que c'est important et je pense surtout pour un public qui est le nôtre aujourd'hui, que vous êtes certainement au courant que le fait que
l'autogestion ne se cible pas seulement sur la maladie, mais surtout et davantage aussi sur la chronicité de la maladie. Et donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs aussi un facteur qui est reconnu de plus en plus comme facteur important, déterminant des résultats de traitement. Tout ça pour un peu d'introduction, si vous voulez, de la place, entre autres, la littératie en santé. Donc, il y a évidemment la tendance, et pas seulement dans la gestion de maladies chroniques, mais aussi dans la santé publique, comme Hélène a mentionné juste avant, il y a une tendance pour mettre plus d'importance à la prise de décisions informées et éclairées. Et donc, ça s'applique pas seulement à prendre des décisions lorsqu'on est malade ou qu'on souffre d'une maladie chronique ou autre, mais aussi dans la prévention d'ailleurs. Et je pense que ça serait à tort de considérer la prise en charge éclairée comme une signature sur un formulaire de consentement. C'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment aider les gens à pouvoir prendre des décisions qui touchent à leur vie et la gestion de leur maladie, et donc le traitement évidemment, mais aussi la prévention et la promotion de la santé. Maintenant, si on demande de plus en plus aux gens de prendre soin d'eux-mêmes, de participer dans les décisions, de prendre les décisions eux-mêmes en ce qui concerne leur santé, évidemment, ça nécessite une compréhension, ça nécessite une appréciation de toutes les décisions qu'on peut prendre, et aussi les conséquences futures de n'importe quelle intervention ou action. Donc, c'est important, évidemment, de en tenir compte. Et dans ce contexte, je pense qu'il faut se rendre compte qu'à ce jour, le problème en termes d'information n'est certainement plus une question de trouver des informations. Donc, Aurore a déjà aussi mentionné la définition de littératie en santé, et donc la première étape, si on veut, de littératie en santé, c'est de trouver des informations, de repérer des informations. C'est ma conviction que ça devient de moins en moins un problème, parce que, je veux dire, presque il y a trop d'informations qui est disponible. Donc, on est submergé avec des informations concernant la santé, et on retrouve de plus en plus, d'ailleurs aussi en tant que soignant, que les personnes trouvent des informations. Mais le problème, c'est que les informations qui sont fournies ne sont pas toujours des informations complètes ou correctes. Et donc, ce qui est de plus en plus considéré comme important, c'est la question de juger et de déterminer si les informations sont effectivement utiles, comment les interpréter, si les sources qu'on consulte sont fiables et adéquates, et si on peut effectivement se baser sur pour gérer la santé. Donc, ça, bien sûr, aussi touche au cœur de la littératie en santé. En anglais, c'est un peu plus facile de jouer sur les mots parfois, et donc en anglais, je peux dire que l'importance n'est plus de to find information, mais to find out about information. Donc, il faut vraiment changer un peu d'aperçu. Donc, l'éducation à l'autogestion de maladies chroniques est certainement devenue quelque chose qui prend sa place, et de nouveau, je fais maintenant un appel à ceux qui sont déjà actifs dans ce domaine. Et donc, c'est important de mettre en avant que c'est surtout pour compléter et pas pour remplacer le soutien qui est fourni par les professionnels. Mais c'est clair que ça peut être fait avec des soignants et des personnes qui sont des prestataires de soins. Je m'excuse pour la petite erreur qui est encore sur le slide. Et donc, quand on regarde la littérature, je pense qu'il y a très peu de contestation du fait que l'éducation à l'autogestion est efficace. Et donc, j'ai ici repris une étude de 2004 qui a montré de nouveau que pour des différentes maladies chroniques, qu'il y a effectivement, je ne peux pas le pointer ici avec un pointeur parce que je n'en ai pas, je ne peux pas l'indiquer, mais donc vous voyez que pour la plupart de maladies chroniques qui sont reprises ici dans cette étude, donc l'arthrite, l'asthme, le diabète, l'hypertension, qu'il y a un effet même au niveau des maladies. Donc, c'est clair qu'il y a des effets positifs, que l'éducation à l'autogestion a certainement sa place et a des effets même au niveau biologique
et qu'il faut évidemment y investir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questions qui restent. Et donc, des questions qui restent encore, c'est entre autres, est-ce qu'il y a une différence en termes d'efficacité des différentes approches? Parce qu'on peut avoir des programmes qui sont à titre personnel, il y a des programmes qui se donnent en groupe, il y a de plus en plus aussi des programmes d'éducation à l'autogestion qui se donnent par Internet. Il y a l'entraide aussi. Donc, il y a des différentes formes. Alors, en termes d'efficacité et même de coût-efficacité, est-ce qu'il y a des différences ou pas? Autre chose, c'est est-ce que les conditions ne doivent pas être prises en compte? Parce qu'on sait bien qu'il y a des différences entre les différents pays, mais aussi en différents hôpitaux même. Et donc, quelles sont les conditions pour assurer que l'éducation à l'autogestion soit effectivement efficace? Et bien sûr, last but not least, il faut peut-être aussi tenir compte des compétences et caractéristiques des patients. Et donc, ce dernier aspect est évidemment aussi lié à la littératie en santé. J'y reviens tout de suite. Donc, ce que je vais maintenant proposer, je vais me baser davantage sur les résultats d'un projet international, comme je viens de le dire. Le projet a été appelé Diabetes Literacy. C'est un projet financé par la Commission européenne dans le 7e programme cadre. C'était un des derniers projets d'ailleurs qui était financé encore dans ce programme cadre. Et l'important, c'est qu'il y avait la participation de 10 pays, pas seulement des pays européens comme l'Autriche, la Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, mais aussi, j'ai presque oublié le Royaume-Uni, mais on est encore en Europe, en Royaume-Uni, mais aussi l'Israël et le Taïwan et une équipe en Californie, donc aux États-Unis. Et donc, ce que cette équipe a fait, c'est de voir quelle est la co-efficacité des différents formats d'éducation à l'autogestion du diabète, le rôle modérateur de l'éducation à la santé et notamment aussi de la littératie en santé, d'étudier le rôle de la fidélité de la mise en œuvre, donc l'implémentation, et aussi voir si on peut adapter et donc développer, tester des matériels qui sont adaptés aussi pour des faibles niveaux de littératie, des personnes avec des faibles niveaux de littératie en santé. Alors, la méthodologie, ce n'était pas tout d'abord de développer des nouveaux programmes parce qu'il y a déjà beaucoup de programmes qui existent et donc on a davantage dans les pays participants, on a sélectionné différents types de programmes selon leur disponibilité. Donc, ça permettait déjà de faire une analyse là. On a évalué les niveaux de littération santé dans ces programmes-là. On a utilisé le Health Literacy Survey Questionnaire, donc qui est aussi une version plus courte du questionnaire qui était utilisé dans l'enquête de littération santé dont Aurora aussi fait mention. On a aussi considéré la fidélité de l'implémentation, je vais vous expliquer tout de suite aussi, et bien sûr aussi considérer les caractéristiques des services de santé et après aussi les résultats d'intervention. Et pour cela, on a utilisé des mesures aussi médicaux, mais aussi la santé auto-déclarée. Je ne vais pas, bien sûr, avoir le temps ni la possibilité de vous donner tous les résultats de cette étude relativement large, donc je vais très vite partager avec vous quelques résultats qui sont importants et qui sont aussi intéressants, je trouve, dans le cadre de ce webinaire sur la littération de santé. Mais juste pour assurer que, en gros, donc il y a en Europe et aux États-Unis, en Israël, au Taïwan, donc les partis participants, il y a un large éventail de programmes pour l'éducation à l'autogestion de patients diabétiques. Et donc, la plupart utilisent les interventions de groupe. Il y a, en fait, en Europe, il y a moins d'utilisation de l'Internet, mais ça peut être quelque chose qui change et qui a changé même depuis la conclusion de cette étude internationale. Mais ce qui est intéressant aussi, quand on considère les coûts de programmes d'éducation à l'autogestion, les coûts sont énormément faibles, certainement quand on compare avec les coûts pour le traitement des personnes avec des complications. Donc, pour ceux et celles qui travaillent dans l'éducation de patients diabétiques, c'est très rassurant de savoir qu'on
qu'on travaille sur quelque chose qui soit effectivement pas seulement efficace, mais aussi coût-efficace. Et par contre, une chose qui a aussi tiré l'attention de l'équipe de chercheurs, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient profiter de ce type de programme, mais qui ne le font pas. Donc, les programmes n'atteignent certainement pas tous les groupes cibles. Donc, il y a une grande participation, voire dans certains pays, la majorité des patients qui ne participent pas à l'éducation du diabète. Et pas seulement ceux qui ont un niveau de littératie en santé faible, mais des personnes qui, pour une raison ou autre, échappent de l'attention, qui n'utilisent pas les services qui sont mis à disposition. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi très peu de participation du côté des patients dans la planification et le développement et l'implémentation de programmes qui sont présentés et offerts. Donc ça, ce sont des choses qui donnent un peu le cadre dans lequel ça se présente. Je peux continuer. En termes d'efficacité, il y a différentes choses qu'on a comparées aussi. Donc ici, par exemple, on a fait la distinction entre les programmes individuels et non individuels, donc soit par Internet, soit offerts en groupe. Et on trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, sauf pour quelques petites, enfin, je ne dirais pas petites, mais quelques facteurs ou indicateurs de résultats, tels que le soin de pied, par exemple. Donc là, on trouve qu'il y a une préférence ou une efficacité plus large pour les programmes individuels plutôt qu'en groupe. Mais en général, on trouve, et vous voyez ici sur le slide, qu'il y a peu de variables de résultats où il y a une différence entre les différents programmes. Et donc, la même chose aussi, quand on compare les programmes de groupe et les programmes informatisés, ou même d'entraide, il y a de nouveau même les mêmes facteurs où on trouve des différences, mais en gros, on trouve qu'il y a aussi pour les programmes qui sont offerts par moyen de l'Internet ou par entraide, on trouve quand même que les résultats sont très semblables à ce qu'on retrouve dans les programmes en groupe ou individuel. Donc, en termes de conclusion, je pense que la très bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble, les programmes d'éducation à l'autogestion sont efficaces. Donc, ils sont efficaces dans le changement de comportement, à l'exception peut-être de certains aspects sur le régime alimentaire spécifique au diabète. Ils sont efficaces dans l'amélioration de résolution de problèmes et donc de la gestion, donc pas seulement en termes de facteurs biologiques, physiologiques, mais aussi l'auto-soin ou le sentiment de contrôle, et donc même au niveau de l'amélioration de la qualité de vie. Et donc les différences qui sont là sont très peu en termes de différents formats qui sont disponibles. Donc je pense que ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux et celles qui sont impliqués dans la gestion de ce type de programme. Maintenant, quand on considère les caractéristiques des patients, et ici on entre un peu plus encore dans le vif du sujet de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Donc, on a effectivement aussi considéré le rôle de la littératie en santé parce que si on est demandé de prendre soin de soi-même, il faut être capable de le faire et ça demande une certaine compréhension et compétence. Et donc, ici, je pense qu'on peut considérer la littératie en santé en lien avec l'autogestion en deux manières. Une manière, c'est de considérer le niveau de littératie en santé comme un modérateur, et je pense que c'est un peu en lien de ce que Aurore a aussi présenté. Donc, c'est un modérateur de l'efficacité dans le sens qu'on peut s'attendre à ce qu'une personne qui a moins de littératie en santé va profiter moins des interventions. L'autre, c'est qu'on peut considérer la littératie en santé comme un résultat, comme l'outcome en fait. Et surtout quand on considère la littératie spécifique au diabète ou à la maladie chronique. Donc ici, on peut voir l'éducation en autogestion de patients comme une intervention qui fait que les personnes deviennent plus compétentes. Et donc les deux peuvent être considérés aussi dans l'étude et peuvent être aussi mesurés.
Ce qu'on constate déjà, c'est quand on regarde les différentes interventions qui étaient analysées aussi dans le cadre de cette étude internationale, qu'on constate que, du coup, la littératie en santé générale, comme donc une caractéristique d'une personne, n'est pas énormément liée. Il y a un lien, mais ce n'est pas une corrélation parfaite entre la littératie en santé, telle que mesurée par la plupart des mesures de littératie en santé, et la littératie en santé spécifique au diabète en ce sens-ci. Donc, vous voyez qu'il y a évidemment des facteurs qui sont des corrélations pardon, qui sont significatives, mais ce n'est pas complète. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut effectivement faire la distinction entre la littératie en santé générale et la littératie en santé spécifique, bien que les deux peuvent être associés avec l'autogestion, évidemment. Et quand on considère l'impact de la littératie en santé sur les résultats d'autogestion, je me rends compte que c'est un tableau un peu complexe, donc je vais essayer de vous guider dedans, mais quand on compare dans les différentes interventions et on fait la distinction entre des personnes qui ont un niveau faible ou un niveau plus élevé en littératie en santé, donc c'est low health literacy et high literacy, donc on peut comparer les deux groupes. Et on peut aussi voir s'il y a un effet d'éducation, des interventions d'éducation à l'autogestion. Donc ça, c'est un effet dans le temps. Alors, ce qu'on constate, et donc c'est la colonne, la troisième colonne du 3, en fait. De nouveau, la très bonne nouvelle, c'est que l'éducation à l'autogestion, effectivement, a un effet. Donc, il y a un changement. Oups, il y a beaucoup de facteurs où on constate qu'il y a un effet très significatif. Donc, les interventions qui ont été impliquées ici dans cette étude montrent, les données montrent qu'il y a un effet sur les comportements et sur la psychologie, donc les outcomes plutôt psychologiques en termes de la perception de problèmes, le coping et le sentiment de bien-être des personnes impliquées. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, je dis. On constate aussi que le fait d'avoir un niveau de littératie en santé plus élevé ou moins élevé, ça aussi a un impact. Donc, une personne avec moins de littératie en santé, effectivement, a moins de compétences en termes de comportement, pas de comportement, mais surtout au niveau de la psychologie. Donc, c'est ça ce qu'on trouve dans la deuxième colonne de droite. Ce qui est, par contre, moins attendu, mais peut-être aussi intéressant de constater, et je veux dire même partiellement en contradiction avec les résultats d'Aurore, c'est qu'il y a très peu d'interaction entre le niveau de littératie en santé et les effets. Donc, ceux qui ont moins de littératie en santé ne sont pas ceux qui en profitent le moins. Donc, on ne trouve pas vraiment beaucoup d'interaction. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on regarde en termes de conclusion, on peut voir qu'il y a, avec la formation à l'autogestion, il y a une amélioration importante sur toutes les variables, sauf ceux qui sont spécifiques au diabète, donc c'est-à-dire, comme les autres études ont nous montré, que l'éducation à l'autogestion a un effet positif sur les comportements d'autogestion, sur la perception, sur l'adaptation, le bien-être, la santé perçue, beaucoup moins sur la littératie en santé en soi. Et c'est probablement parce que les interventions n'étaient pas faites pour augmenter ou faire augmenter la littératie. Les résultats de programmes d'éducation au diabète sont aussi différents selon le niveau de littératie. Donc, une personne qui a un niveau plus élevé ont des meilleurs résultats en termes de compétences et changements fonctionnels. Et par contre, l'efficacité de l'éducation n'est pas tellement influencée par le niveau de littératie en santé. Donc, il y a même un effet un petit peu plus élevé pour ceux qui ont un niveau faible de littératie en santé, qui profitent un peu plus de ces programmes. Je pense que ça peut être considéré comme
un résultat pas seulement intéressant, mais aussi important à agir, parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir aussi pour des personnes qui sont faibles en littératie en santé. Avec cela aussi, on peut aussi considérer les facteurs tels que le niveau de détresse et de dépression. Donc, il y a aussi la possibilité de lier la littératie en santé avec le bien-être des personnes. Et ce qu'on a fait, c'est de regarder si la littératie en santé maintient ses effets aussi quand les personnes montrent de la détresse. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que une personne qui montre la détresse ou même de la dépression, que ça reprend un peu, ça diminue les effets des interventions sur et l'effet de l'altération en santé, en fait. Donc, si une personne souffre de la détresse émotionnelle, et ça peut être lié avec le diabète, mais ça peut aussi venir d'autres choses, ça empêche les patients souvent d'agir sur leurs compétences. Donc, ça veut dire qu'on en souffre moins et qu'on va être moins capable de changer leur comportement d'autogestion. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, quand on considère la littératie en santé, qu'il faut effectivement aussi considérer le côté émotionnel et tenir l'attention pour la combinaison des deux. Donc, si la personne est trop souffrant d'une détresse, ça veut dire que l'impact sur la littératie, sur les compétences en santé sera moins. Donc, il faut certainement aussi faire attention à l'aspect psychologique et surtout aussi émotionnel et tenir compte de la détresse. Je pense que ça peut être aussi en lien ou considéré en lien avec des explications plus psychologiques. Donc, c'est vrai que selon la théorie de l'autorégulation des personnes qui, dans ce cas-ci, souffrent de maladies chroniques, on peut avoir donc les deux voies qui sont à considérer. Donc, il y a d'un côté le côté plutôt conscient et cognitif, il y a aussi le côté beaucoup plus émotionnel. Et donc, on peut expliquer le fait qu'une fois qu'une personne soit trop impliquée par le côté émotionnel, que ça a un impact et que ça surmonte un peu les effets qu'on pourrait normalement s'attendre au niveau cognitif. Donc, ça tient un lien avec la littérature, en fait. Et donc, finalement, il y a aussi cet aspect implémentation de programmes. Donc, l'implémentation et la fidélité d'implémentation, c'est une chose qui est aussi considérée dans cette étude. Donc, la fidélité d'implémentation, c'est simplement la mesure dans laquelle une intervention est réalisée comme prévu. Et donc, il y a toute une littérature qui est autour de ça, qui est vraiment émergente et intéressante. Donc, d'un côté, on peut s'attendre au fait que si on reste fidèle à un programme le plus que possible, que les résultats seront là. De l'autre côté, on peut aussi s'attendre aux effets qu'il faut peut-être adapter un programme aux personnes qui sont impliquées et la situation. Et donc, si on change des facteurs tels que le contenu, la fréquence de certaines parties de l'intervention, la durée, l'intensité, on peut s'attendre à d'un côté, une diminution ou encore une augmentation des effets parce que on peut l'adapter beaucoup plus aux questions et la situation spécifique. Et donc, c'est une chose qu'on a aussi étudiée dans cette étude. Et donc, concernant la fidélité de l'implémentation, on a pu constater que sur une partie de programmes qui étaient considérés ici, qu'il y a des effets du temps et de l'adhérence, mais qu'effectivement, il y a très peu d'effets qui se montrent si on fait des adaptations d'un projet. Donc, ça veut dire qu'une intervention peut être adaptée et on retient quand même aussi des effets qui sont intéressants. Donc, c'est seulement au niveau de la littératie en santé critique qu'on voit qu'il y a une interaction dans les effets
et que adapter ou changer l'adhérence a un effet. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on peut garder la bonne nouvelle que la plupart des indicateurs sont améliorés quand on reste fidèle ou pas aux directives d'un programme et que c'est surtout la littératie en santé critique où les adaptations au programme sont associées à une plus grande amélioration. Donc, les patients deviennent plus critiques par rapport à leur fonctionnement et aussi le traitement, si on veut. Mais donc, ça, c'est en soi certainement pas une mauvaise chose. Mais évidemment, il faut aller un peu plus dans les détails. Et donc, les effets positifs dépendent du type d'adaptation qu'on fait et aussi des caractéristiques initiales des groupes. Donc, c'est clair que ça reste aussi une chose à considérer. Alors, pour conclure, je veux dire que l'éducation à l'autogestion est évidemment un facteur déterminant au résultat de traitement des maladies chroniques, comme était montré dans cette étude, notamment sur le diabète, mais ça s'applique aussi aux autres maladies chroniques. Une simple diffusion d'informations, évidemment, ne suffit pas pour avoir une bonne autogestion par les patients. Donc, il y a diverses approches éducatives qui doivent être développées. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que dans l'ensemble, des programmes qui sont destinés à l'autogestion sont efficaces. Donc, il y a des effets très importants et sont même coût-efficaces. Donc, ce n'est pas seulement une chose qui aide, mais qui peut même aider à réduire les coûts pour la gestion des programmes de santé ou de la santé des personnes. Et donc, ce qui est entre autres aussi très intéressant, je trouve, c'est que la différence significative reste pour les différents types et formats de programmes. Donc, soit si on le fait dans des contacts individuels ou en groupe ou même par Internet, les résultats restent très positifs. Et donc, ça, on peut aussi considérer que l'efficacité reste indépendamment du fait qu'on reste strict et très fidèle au programme. Donc, si on fait des adaptations ou pas, l'efficacité reste. Donc, on peut faire des modifications pour encore mieux répondre aux questions des patients, mais donc, ça n'a pas fortement des implications négatives à l'efficacité ou sur l'efficacité. Au contraire, ça peut même avoir un impact positif. Mais, par contre, il faut aussi tenir compte de la détresse émotionnelle qui peut empêcher que les patients profitent des programmes d'éducation et qui fait que les gens ont moins des effets positifs. Ça veut dire, je veux dire que les programmes qui existent à l'heure actuelle pour éduquer à la digestion doivent être mis à disposition, doivent être offerts. Donc, il y a encore une grande partie des patients qui n'en profitent pas ou pas encore, et que ce programme peut être encore mieux adapté à leurs besoins culturels, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. De l'autre côté, c'est aussi important, évidemment, qu'il faut continuer d'améliorer encore la formation des personnes qui offrent l'éducation à l'autogestion. Et donc, là, il faut effectivement aussi mettre l'accent sur les compétences comportementales et psychologiques, comme quoi on a effectivement aussi les bénéfices de ce type de programme d'autogestion sur le diabète. Et avec cette conclusion, j'aimerais conclure aussi cette présentation. Je reste à votre disposition pour des questions et une discussion. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, sur les différentes questions, on a eu beaucoup de commentaires sur l'ETP en ville et tout ça. Je pense que ça ne fait pas partie de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être une autre session qui aborde ce problème. Il y avait des questions sur l'intérêt du groupe et de l'individuel. Les deux, peut-être vous pouvez répondre. Vous avez montré que l'efficacité était assez semblable, que l'on soit en groupe ou en individuel. Il y avait une question sur le coût. Est-ce que c'est plus coûteux de faire de l'éducation en groupe, puisqu'il faut déplacer plusieurs personnes, louer des locaux, avoir un secrétariat? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez regardé ou abordé? Oui, on l'a abordé, mais donc c'est pas évident de comparer parce que ça demande effectivement
une étude plutôt en économie de la santé. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence en termes d'efficacité, mais évidemment, on peut mettre encore plus des accents personnels et individuels quand on encadre une personne individuellement. Mais donc, en termes de coût-efficacité, c'est vrai qu'il faut plutôt organiser les choses quand on offre des formations et de l'accompagnement en groupe. Mais de l'autre côté, on a l'avantage économique, si on veut, parce qu'on peut accompagner plusieurs personnes en même temps. Et en plus, les gens peuvent aussi apprendre des questions et commentaires sur les questions des autres personnes. Donc, il y a de ce que nous avons étudié, aussi par des collègues qui ont davantage mis l'accent sur l'économie. Il y a très peu de différences. Donc, la bonne nouvelle, si on veut, c'est que les différentes formules sont efficaces. Donc, ce n'est pas forcément le cas que l'éducation individualisée est plus efficace et certainement pas plus coût-efficace. Et ce qui m'a frappé personnellement, c'est que même la formation par Internet, voire par des pairs, a aussi beaucoup d'efficacité. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il faut probablement s'adapter un peu selon les souhaits des patients individuels et voir ce qui est le mieux, qui répond le mieux à leurs souhaits et leurs possibilités. Donc, il n'y a pas disons, en termes d'efficacité, il n'y a pas une raison de préférer l'un ou l'autre. Donc, ça permet d'adapter encore plus aux souhaits et possibilités des patients eux-mêmes. Ok, il y a eu plusieurs questions. Donc déjà, on l'a abordé sur la formation des soignants, en particulier donc en compétences de communication comportementale et psychologique. Et moi, la question que je me posais, c'est quand on est étudiant en médecine, je ne sais pas comment c'est dans d'autres professions de santé, mais on n'entend jamais parler de littératie en santé. Peu. J'espère que c'est une chose qui est en train de changer, mais je suis d'accord. Hein, donc, c'est une notion qui, enfin, après tout, même si ça reste déjà en tant que notion, ça reste déjà depuis des dizaines d'années. La popularité a énormément changé depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et entre autres parce qu'on a pu, et surtout en Europe, je veux dire, parce qu'avant, c'était davantage aux États-Unis. Et moi, je trouve que ça reste quand même encore une notion qui est un peu différemment comprise aux États-Unis en comparaison avec l'Europe, certainement, et pas mal d'autres pays. Mais donc, je trouve que c'est une notion qui vient d'être découverte. Si moi, je regarde, par exemple, le nombre de publications qui a apparu dans la littérature, aussi dans la santé publique, c'est énorme. Donc, ça a multiplié avec un facteur exponentiel et ça veut dire qu'il y a un intérêt d'un côté et qu'il y a aussi de plus en plus une compréhension de son rôle et son importance. Et ce que moi je peux constater au moins, pas seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, y compris la France, c'est qu'il y a vraiment un intérêt et que ça devient de plus en plus aussi intégré dans la formation des personnes qui s'occupent de la santé, et ça, pas seulement les médecins, mais aussi les dentistes, les pharmaciens, et certainement aussi de plus en plus les spécialistes en santé publique. Aurore, vous vouliez peut-être commenter parce que je vous ai vu réagir. Non, je réagis parce que je partage l'avis de Stéphane qui est que de plus en plus c'est abordé. Pour avoir fait une petite étude exploratoire, on a quand même constaté que de plus en plus de formations initiales, alors infirmiers, sages-femmes et chez les médecins, ont mis en place des cours sur la question de la littératie en santé. Lorsque ce n'est pas fait, on s'aperçoit tout de même que les compétences attendues chez les professionnels sont abordées. Pas forcément en ces termes, mais on les aborde par le biais de la psychologie, par le biais de la communication en santé. Et je pense que tout de même, on tend vers un mieux. Oui, heureusement. Oui, travail à faire. Dans les autres questions,
il y en avait quand même un certain nombre sur toujours l'accessibilité, la lisibilité, la visibilité des programmes d'éducation thérapeutique, peut-être du terme même éducation, qui en tout cas peut avoir une connotation un peu négative chez certaines personnes qui ont des problèmes, qui ont un faible niveau scolaire ou dans certaines populations vulnérables. Est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Moi, je commente et après peut-être Aurore peut compléter aussi. Je trouve que c'est une question très pertinente et je trouve aussi qu'il serait probablement à tort si on essaye de résoudre le problème qui se présente en termes de littération en santé uniquement en mettant l'accent sur la formation des personnes eux-mêmes, des patients donc. Je pense que ça reste très important d'augmenter les compétences des personnes et d'augmenter, ça veut dire éduquer. Et donc, comme ça, la littération en santé, c'est un résultat de l'éducation. Mais je trouve que ça reste aussi la responsabilité des acteurs, donc les soignants qui peuvent, comme Aurore a aussi montré. Et donc, dans la prise en charge, il faut effectivement faire l'action. On peut faire beaucoup plus l'action et l'attention sur les compétences qui sont ou qui ne sont pas disponibles chez les patients qu'on traite. Et troisièmement, je pense qu'il faut peut-être aussi changer plutôt au niveau systémique. On peut, et c'est une chose qui devient de plus en plus aussi notée et discutée dans la littérature. Donc, on peut changer pas seulement les compétences des personnes ou le comportement des soignants pour tenir compte des compétences ou le manque de compétences en santé, mais aussi faire que le système ne pose pas les mêmes exigences et donc faciliter la compréhension, même sans forcément faire ça dépendre de la bonne volonté de l'un ou l'autre personne qui travaille dans le système de santé. Donc, on peut avoir des approches un peu plus systémiques, je veux dire, où ça devient un aspect de la qualité d'un système de santé ou du système de soins de santé, de tenir compte de la lisibilité des soins qui sont offerts. Mais peut-être encore d'autres commentaires à ajouter par rapport à ça. Je vais aller dans le sens aussi de Stéphane. Je pense que pour avoir essayé de bien comprendre ce concept de littération en santé, je dis essayer parce que ça reste encore complexe, je trouve. La littération en santé, finalement, c'est la rencontre entre un système et des acteurs. Et on fait encore beaucoup porter sur les individus cette question de la littération en santé. Quand je dis individus, ça veut dire les patients, les usagers, mais aussi les professionnels, et très certainement qu'on gagnerait à travailler sur nos organisations qui mériteraient sans doute à être un peu plus pro-littératie pour rendre les choses plus accessibles et plus simples, à la fois pour les professionnels, pour les usagers et pour les patients. Donc, je pense qu'effectivement, faut travailler à ces rencontres pour les rendre plus facile d'accès pour tout le monde. Et ça prend en compte, bien évidemment, la formation des professionnels, certes, la montée en compétences des usagers et des personnes, mais aussi des environnements plus accessibles. Merci. Il y avait aussi des commentaires sur la co-construction avec les patients. Vous en avez tous les deux, Aurore a répondu tout de suite, très important. Et vous en avez parlé au cours de votre présentation. Donc, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire là-dessus? Peut-être Aurore en premier cette fois-ci? Alors oui, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit parce que je pensais que ça transpirait dans la présentation, mais comme quoi il faut dire les choses et les écrire pour qu'elles soient marquées. La co-construction, ça me semble être une donnée essentielle, alors en éducation thérapeutique, mais pas que, dans tous nos dispositifs, pour les rendre accessibles et adaptés aux besoins des gens. Cette question de la littération en santé, bien évidemment, elle nécessite l'engagement des usagers, l'engagement des patients pour permettre des programmes ou des interventions qui soient, comme je le disais juste avant, pro-littératie. Mais certainement que Stéphane voudra compléter. Bah,
Moi, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'effectivement, la co-construction est de plus en plus aussi utilisée et je pense que c'est effectivement la façon dans laquelle il faut continuer à travailler et faire qu'il y a beaucoup moins d'exigences qui sont mises. Donc, ce n'est pas suffisant de demander aux gens de bien se former pour devenir des meilleurs patients. Non, je pense que c'est l'opposé en fait, qu'il faut vraiment faciliter aussi la navigation, si on peut utiliser le mot, dans le système de santé, qui est énormément difficile même pour des personnes qui ont un bon niveau d'éducation. Hein, donc on l'oublie parfois, mais donc il y a même parmi les universitaires, même parmi les professeurs, il y a des personnes qui ont vraiment une très mauvaise compréhension de notre système de santé et qui ne trouvent pas leur chemin dans ce qui est nécessaire, qui ne comprennent pas le jargon qui est utilisé. Ce n'est pas uniquement en médecine et en santé, évidemment, mais c'est quand même ici qu'on peut changer des choses et rendre le système pas plus facile à naviguer, mais aussi avec des effets sur l'efficacité. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut faire. Donc, je pense effectivement qu'il faut avancer dans ce sens. Et du coup, quelqu'un a dit... Et les associations de patients? Bien sûr, et les associations de patients et la paire-aidance. Il y avait également un message sur la paire-aidance. Ce qui est certain, c'est que je pense un point sur lequel nous devrions nous améliorer, c'est la participation des personnes qui ont justement pas forcément ce niveau de littératie en santé attendu. Ce niveau 3, qui est le niveau minimum pour être autonome, parce que ce sont de ces personnes-là dont on a réellement besoin pour nous dire qu'en réalité, c'est pas clair, c'est pas lisible, c'est pas compréhensible. Si on fait participer uniquement des personnes qui ont déjà un niveau 4 ou 5, c'est-à-dire un niveau élevé de littératie en santé, je suis pas sûre qu'on y gagne complètement. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais je ne suis pas sûre que nous y gagnons complètement. Donc les questions qui sont à poser aujourd'hui, je pense, c'est comment faire participer des personnes qui n'ont pas un niveau de littératie en santé à 3 à 4, qui ne sauront pas participer à des réunions Zoom, justement, peut-être aussi, qui n'auront pas forcément le temps non plus, parce que dans des situations de vie compliquées, pour participer à des réunions de construction de programmes, bref, que sais-je. Comment faire participer ces gens dans la co-construction de nos programmes et de nos interventions. Et là, je pense qu'il y a un vrai défi de la part de notre système. Si je me permets, je voudrais ajouter quelque chose qui était aussi trouvé dans cette étude sur le diabète, en fait, que quand on crée des ressources d'information et d'éducation de patients qui sont très, très faciles à naviguer, ce ne sont pas seulement les personnes avec un faible niveau d'éducation en santé qui en profitent, mais aussi des personnes avec un très haut niveau préfèrent quand même des choses qui soient faciles à lire et comprendre. Donc, on va pas perdre des choses quand on rend les choses plus faciles à naviguer. Au contraire, on va uniquement gagner la compréhension chez les personnes avec des difficultés en littération en santé, mais également chez des personnes qui ont les compétences. Donc, même si on a les compétences, ce n'est pas un travail perdu ou nécessaire de faciliter la lecture. Il y avait beaucoup d'autres questions, hein, donc on pourrait continuer très très longtemps. Moi, j'en avais une quand même qui m'a interpellée, c'est celle de littératie générale, en santé générale en santé, et celle de la littératie propre à une maladie chronique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on cumule les maladies chroniques, comme c'est quand même assez souvent les situations auxquelles on est confronté? Moi, j'ai pas entendu la première partie de la question. Alors, je disais, ce qui m'avait interpellé dans ce que vous avez dit, Stéphane, c'était cette notion de littératie générale en santé et de littératie particulière pour une pathologie. Et je posais la question, la personne qui a plusieurs pathologies chroniques, comment ça se fait là? Du coup, on est de nouveau en train de morceler les programmes par pathologie, alors qu'aujourd'hui, on a quand même tendance un petit peu à dire il faut travailler en transversal sur des compétences transversales qui permettent de changer ou d'avoir des comportements de santé qui répondent à plusieurs situations. Je comprends. Effectivement,
Je pense qu'il y en a besoin des deux. Donc, d'un côté, effectivement, en termes de littératie en santé générale, je pense que ça reste important de s'assurer que on utilise un langage qui soit compréhensible pour tout le monde et que aussi pour en tenir compte au niveau général, que ça reste important. Mais on ne peut pas exclure l'aspect qu'une personne qui, par exemple, n'est pas touchée par le diabète n'a pas besoin de toutes ces informations très spécifiques à la gestion ou de gestion d'un diabète ou une autre pathologie. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, ça dépend effectivement de la communication qu'on envisage. Donc, il faut, comme pour toute connaissance et toute compétence aussi dans la vie, il y a des différents niveaux de spécificité qui sont requis selon la situation. Et donc, ça, on peut encore plus reconnaître et agir sur. Donc, ça ne veut pas dire… Je pense qu'une personne qui ne sera jamais confrontée avec surtout des maladies rares, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir toute cette compréhension. Mais à un moment donné, il faut avoir les compétences de très facilement accéder les informations dont on a besoin, de comprendre et de pouvoir participer dans la prise de décision. Et donc ça, on a retrouvé aussi dans nos études sur le diabète. Donc, une personne qui ne souffre pas du diabète n'a pas besoin des compétences spécifiques par rapport aux soins de pied, par exemple. Donc, même une personne qui souffre d'une autre maladie n'a pas forcément besoin de ça. Et je pense que les deux ont leur place selon la personne avec laquelle on travaille. Je voulais vous faire soumettre un dernier commentaire qui est doit-on envisager des programmes dédiés spécifiquement aux patients avec une faible littératie ou au contraire favoriser la mixité? J'avais l'impression que vous aviez un peu répondu, mais je vous laisse commenter de nouveau. Moi, je veux bien, sauf si on veut davantage. Non, vas-y Stéphane. Moi, je pense que il faut effectivement aussi avoir les deux. Hein. Donc, je pense que d'un côté, c'est une question très intéressante et importante. Hein. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle en anglais, je ne connais pas le mot en français, mais c'est proportionate universalism, qui a été aussi utilisé dans le contexte des inégalités de santé. Donc, en principe, ça veut dire que tout le monde doit en profiter, et je pense qu'appliqué sur la littératie en santé aussi, tout le monde va profiter du fait que la langue et le jargon devient plus facile et plus accessible, et qu'il ne faut donc pas avoir certaines compétences pour comprendre ce que dit le médecin ou autre spécialiste en santé. Mais avec ceci, je pense que pour certains, ça deviendra encore plus important que pour des autres. Et donc, dans notre étude sur le diabète, par exemple, on a pu constater que les personnes avec un plus faible niveau de littératie en santé profitent encore plus des interventions de formation à l'autogestion. Donc, je pense que c'est un peu dans cet aspect de proportional universalism. Donc, il ne faut pas exclure l'un pour l'autre, mais c'est certainement pas une mauvaise idée d'avoir encore plus un accent sur ceux qui ont le plus besoin aussi. Donc, je sais que c'est une question peut-être un peu floue, ou une réponse floue sur une question très particulière et très pertinente, mais je pense que selon cette approche, je pense qu'effectivement, il faut faire que tout le monde peut en profiter, mais davantage ceux qui ont le plus le besoin d'avoir un éclairage sur ce qui concerne leur maladie. Si je peux juste compléter, Hélène, c'est effectivement cette question d'universalisme proportionné en français qu'il faut prendre en compte. Et pour certains, je ne sais pas si Stéphane partage l'idée, mais peut-être qu'il peut y avoir un préalable avant de rentrer dans certains programmes qui seraient plus destinés à tout le monde. Et ce préalable peut passer par de l'individuel. Je pense notamment aux personnes dans des situations vraiment compliquées, ou d'illettrisme, d'analphabétisme. Le temps du groupe n'est pas forcément… à proposer dès le début.
parce que si je suis en difficulté avec la langue, si j'ai honte, si je me sens pas forcément à ma place, je vais pas rentrer dans les programmes. Donc pour ces personnes-là, il peut être proposé quelque chose d'un peu particulier au départ, avant de pouvoir renouer avec des séances plus collectives généralistes dans un second temps. Je pense que voilà, c'est un peu. Il faut aussi se dire qu'on fait au feeling en fonction des besoins de chacun, et l'universalisme proportionné, c'est ça. C'est faire en fonction des besoins de chacun pour atteindre les mêmes buts pour tout le monde. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de ce premier webinaire. J'ai été ravie de partager ces moments avec vous. J'ai été très heureuse de voir la dynamique du chat qui a alimenté tout au long des présentations avec des questions très pertinentes. Je vous donne rendez-vous demain à midi avec un webinaire sur la simulation et éducation thérapeutique. Et puis, n'oubliez pas, du 27 au 29 mai 2021, le congrès à Montpellier de l'ACET. Merci à tous, très bonne journée. Merci Stéphane, merci Aurore. Et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci.